Gillet pour nous parler d'IA. Bienvenue Bertrand. Merci beaucoup pour cette introduction. J'ai donc la difficile tâche de vous expliquer un petit peu d'où vient l'IA et où elle va en 10 minutes après le déjeuner. Ça va donc être un vrai challenge, ce n'est pas un des moindres. Si je peux avancer, voilà. Donc, l'IA, intelligence artificielle, AI en anglais, artificial intelligence. Bon, déjà, il y a un petit... le mot intelligence en anglais ne veut pas vraiment dire intelligence, en fait. C'est plus traitement automatisé de l'information et c'est devenu, en fait, de l'intelligence. Très rapidement, à mon sujet. Donc, je suis Bertrand Gillet, comme vous l'avez compris. J'ai fondé et géré une société qui s'appelle TBSCG pendant 20 ans, qui était essentiellement active aux États-Unis dans le domaine du cloud et du développement, et depuis 4 ans dans l'IA. J'en suis encore actionnaire, mais j'ai fondé il y a quelques mois la société Clever à La Rochelle. Alors Clever, bon, évidemment, il y a un jeu de mots, sinon ça serait pas rigolo. Clever, ça veut dire intelligent, parce que bon, pourquoi pas. Mais surtout, CL, c'est le cloud, AI, c'est l'intelligence artificielle. Et tous ceux qui font un petit peu de code savent que VER, c'est pour le versioning du code. Et donc, on fait 3 choses. On fait du code, du cloud et de l'IA. Kevin Polizzi s'est donc excusé, il n'est pas disponible aujourd'hui, je suis donc sa doublure, on peut même dire sa doublure cascade, puisqu'après le déjeuner, c'est toujours un petit peu acrobatique de faire ce genre d'exercice. Bon, des fois, la doublure est pas mal, hein. Si vous connaissez Once Upon a Time in Hollywood, si vous connaissez Quentin Tarantino, bon, je suis pas Brad Pitt, bon, Kevin n'est pas non plus forcément Leonardo DiCaprio. Alors, c'est vrai qu'à l'ère de l'IA, on peut peut-être faire un tout petit peu mieux que de faire des copier-coller d'images que j'ai pompées sur LinkedIn et que j'ai magnifiquement mis sur le truc. Mais je crois que le mieux, ça serait, comme je remplace Kevin, peut-être qu'on pourrait voir ce que Kevin nous aurait dit. Je suis ravi d'être à La Rochelle aujourd'hui pour l'université d'été de E5T. Ça va être absolument génial avec un programme digne d'Hollywood. Tu m'étonnes, Kevin. Bon, évidemment, vous avez vu que j'ai un badge E5T. Non, ça serait pas rigolo. Donc ça, évidemment, c'est pas fait avec l'IA. J'ai entendu ce matin que l'IA générative était une des choses qu'une personne qui avait 30 ans d'expérience avait vu les plus dingues de toute sa carrière. Je ne peux que être d'accord. Et qu'il arrivait à faire en quelques heures ce qu'avant il faisait en quelques mois. Avec Runway et ChatGPT, j'ai fait ceci en environ 10 minutes, à peine. À condition de savoir un peu expliquer à la machine ce qu'on veut. Donc on va parler de l'IA. Alors avant de revenir, avant de plonger dans Hollywood, on va faire un petit peu d'historique. Tout a commencé, alors c'est assez amusant, ça va être les 75e anniversaire, en 1950 avec monsieur Alan Turing, dont vous avez peut-être entendu déjà parler, via son test de Turing et ses machines de Turing. C'est le père de l'algorithmie, le père de l'informatique, un génie complètement dingue. Et cette personne-là a posé les bases de l'algorithmie et a compris ce que c'était que l'informatique. Il l'a même compris, il l'a quelque part défini. À partir des années 60, on a étudié les réseaux neuronaux qu'il y a dans notre tête, dans le cerveau. On a compris qu'il y avait des neurones, des synapses, que tout ça était fait avec de l'électricité, des signaux électriques qui se baladent un peu partout. On a vu que c'était quand même très compliqué, que c'était pas tellement déterministe. Si on vous pose 2 fois la même question, vous n'allez pas forcément répondre 2 fois la même chose. Donc c'est pas vraiment un algorithme ce qui se passe dans notre cerveau, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Et on était certain que rien n'allait se passer, qu'on était tranquillement avec notre cerveau et qu'on allait toujours dominer les machines jusqu'en 1997. Et l'événement, le point de départ vraiment d'une certaine intelligence, avec la victoire de Deep Blue sur Garry Kasparov aux échecs. Alors certes, la machine était assistée par l'homme pour lui dire quelle ligne fallait étudier ou pas étudier, etc., etc. Il n'empêche qu'il a perdu. Aujourd'hui, le moindre iPhone bat à plat de couture 10 fois sur 10, Magnus Carlsen, qui est champion du monde des échecs. Il n'y a plus aucun espoir d'avoir un humain qui va gagner à ce jeu-là. À partir des années 2010, on a basculé sur quelque chose qu'on appelle le machine learning et le deep learning, où là on s'est dit, tiens, on va faire des réseaux. Donc on faisait déjà des réseaux neuronaux depuis plus de 20 presque 30 ans, informatiques. Et on a fait les réseaux neuronaux comme on pensait que notre cerveau fonctionnait. Donc on a appelé ça réseaux neuronaux. Et on s'est dit, tiens, on va essayer de lui faire produire des résultats, pas uniquement sur une partie d'échecs, mais sur des choses beaucoup plus globales. Donc on a commencé à faire de l'apprentissage profond. Et c'est ce qui a fait en 2012, donc le machine learning, où là on a commencé à avoir des systèmes qui pouvaient reconnaître des images, qui pouvaient reconnaître des films, qui pouvaient reconnaître des insectes, enfin plein de choses. On s'est mis vraiment à tester les réseaux neuronaux. Est-ce que quand on rentre une information qu'il n'a jamais connue ou qu'il n'a jamais vue en tant que telle, mais peut-être une qui lui ressemble, il va donner quelque chose d'approchant.
Et en 2022, la révolution de ChatGPT, évidemment qu'on a peut-être tous maintenant dans notre poche, et qui est clairement la chose la plus incroyable qui soit arrivée depuis presque 30 ans. Alors il y a ChatGPT, il y a Claude, il y a Gemini, il y a Mistral français, il y en a plein d'autres pour tout un tas de domaines, ChatGPT étant une IA générative, mais c'est un petit peu plus que ça, ce qu'on appelle un RAG. Donc ça permet d'augmenter la qualité et le contenu des réponses en allant chercher des informations en temps réel sur Internet. Donc il y en a qui disent que c'est une espèce de super Google, c'est un peu plus que ça. C'est une intelligence artificielle qui comprend votre question, qui va chercher sur Internet si elle n'a pas la réponse et qui va mettre cette réponse dans une conversation avec vous. Ce qui est quand même tout à fait différent de Google ou tout à fait différent d'une simple IA générative. Donc voilà pour l'historique. Alors où est-ce que ça se trouve? Bon, nous on est conscient d'où se trouve notre intelligence, a priori, derrière nos yeux. L'intelligence artificielle, elle se trouve majoritairement, je vais dire majoritairement parce que j'y reviendrai à la fin, dans des data centers de plus en plus gros, de plus en plus énergivores, de plus en plus puissants, ayant fait du PDG d'NVIDIA une des premières fortunes mondiales. C'est lui qui avait vu avant tout le monde que faire de la 3D et faire de l'IA ou faire de la crypto, c'était le même algorithme derrière. Il fallait avoir cette vista-là il y a 23 ans maintenant. Lui, il l'a eu. En France, on a quand même des qualités. Alors, comptez pas sur moi pour faire du French bashing, vous êtes mal tombé. En France, on est très fort. On arrive à faire des systèmes de refroidissement des data centers qui sont complètement, alors à eau, mais qui ne consomment pas d'eau, comme votre chauffage au sol ou votre chauffage normal. C'est de l'eau qui tourne, elle se refroidit, elle se réchauffe, elle se refroidit, elle se réchauffe, donc on ne consomme pas d'eau. Il faut savoir aussi que on est quand même pas mal en France. Voici l'évolution du pourcentage de la France dans les émissions de CO2 au niveau global. Depuis un certain temps, on constate qu'il y a un acteur qui est en train de se tailler la part du lion qui s'appelle la Chine, même s'ils investissent 50%, comme on l'a entendu ce matin, de leurs investissements dans les énergies renouvelables. Ils ont encore du chemin à faire. Nous, on est tout en bas, on est la ligne bleue, donc on est peut-être là pour inspirer, trouver des solutions. On a fait plein de choses avant les autres et pourquoi pas continuer sur cette lignée-là. Parce qu'on a des champions français de l'IA, on a des champions du cloud, OVH Cloud, NumSpot, Scaleway, Outscale, qui hébergent des IA. Évidemment, Unitel Cloud Services, la société de Kevin Polizzi, en plus de The Camp. Donc ce sont vraiment des champions français. Évidemment, Mistral, qui est une licorne maintenant française, qui est valorisée, donc définition d'une licorne, à plus d'1 milliard de dollars ou d'euros, je crois que ça importe peu à cette échelle-là, ainsi que d'autres acteurs, ODrive, qui par exemple permet de stocker dans le cloud, sans utiliser ni Microsoft, ni Google, ni Apple, ni des gens comme ça, et tout un tas d'autres sociétés. On a un écosystème qui est quand même extrêmement fourni, puissant, qui se fait racheter petit à petit par des fonds étrangers, essentiellement anglais ou américains, évidemment. Mais il faut résister. Je pense qu'on a les moyens de résister, on a les moyens de faire des choses très intéressantes. Alors aujourd'hui, on en est où? On en est là. Donc ça, ChatGPT, je vous ai mis 2022. C'est toujours très bien. Hein. ChatGPT 5, c'est bluffant. C'est ce qui est. On a vraiment l'impression que ça passe le test de Turing. On a vraiment l'impression de parler à un humain. Mais il se trouve que sur cette image, on voit une dame utiliser un ordinateur, comme beaucoup, mais on voit aussi à ses côtés un robot, et pas juste un robot, on voit un robot qui utilise un ordinateur. Ça, en fait, c'est la nouvelle génération, ce sont les agents IA. Alors, ici, il y a un agent IA dont j'ai mis un exemple, celui pour la rédaction d'un blog personnalisé, et j'ai pas envie de me casser la tête, j'ai envie de déléguer ça à l'IA. Alors, je peux demander à ChatGPT de tout faire, mais ChatGPT, c'est quelque chose qui est très généraliste, il va tout faire, mais comme tous les gens qui font tout, je ne vais pas dire qu'il le fait mal, mais par exemple, l'image avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio modifiée, c'est ChatGPT, la vidéo, c'est Runway. Donc il y a des outils qui sont dédiés à certains usages, et aujourd'hui, une IA est capable d'orchestrer d'autres IA, plus petites, très spécialisées, pour faire des choses à notre place. Ici, on voit par exemple que la préparation du plan et des mots-clés, c'est une IA qui va la faire. Hein. Je vais lui dire, voilà, moi j'ai envie de faire un petit blog un petit post sur mon intervention aujourd'hui et sur cette formidable association qui est E5T, par exemple. Donc je vais lui donner ce brief-là, il va me dire, ok, d'accord, quel ton, c'était quoi l'audience, c'était où, pourquoi, comment. Il va chercher sur Internet, regarder tout le site E5T en long, en large, en travers, en quelques millisecondes, extraire toutes les informations intéressantes et produire un brief pour rédiger un post. Donc c'est l'agent numéro 2. Je vais lui donner un style de rédaction et c'est lui qui va rédiger ça. Alors ça suffit pas, hein. Si je veux faire un bon post, il me faut aussi une optimisation SEO. Donc ça, maintenant, il y a des agents qui font ça et qui ne font que ça. Et croyez-moi qu'ils le font très bien. C'est un peu comme aux échecs, c'est un jeu, ils sont durs à battre. Si vous voulez faire du SEO tout seul aujourd'hui, c'est quand même dur.
ensuite je vais le traduire en espagnol par exemple pour la prochaine à Barcelone, ou dans 80 langues si j'ai envie, en chinois, en indien, en tout ce qu'on veut, en russe, peu importe. Des IA font ça parfaitement, en quelques secondes, je vais pouvoir avoir un blog qui va être traduit. Et enfin, je vais mettre une image évidemment, et puis je vais la publier. Et ce qui est intéressant dans l'IA et les agents IA, c'est qu'on peut fermer la boucle, comme on dit en close the loop, comme on dit en bon franglais. C'est-à-dire que l'IA va également apprendre. Il y a des IA qui vont regarder le trafic sur mon site pour mon post de mon blog et qui vont analyser est-ce que le résultat est à la hauteur du brief initial. Si oui, super. Sinon, et elle trouve toujours quelque chose qui ne va pas, même si c'est des IA qui l'ont fait, on va au prochain coup, à la prochaine itération, on va s'améliorer. Donc on voit que l'IA peut se servir de l'IA pour améliorer des résultats faits par l'IA, et on est dans un espèce de cercle qui s'accélère. Donc je ne sais pas où il va nous mener, mais c'est aujourd'hui la très grande tendance dans les entreprises de faire des agents IA, non pas pour remplacer une chose, mais pour remplacer, enfin, non pas pour faire une action, mais pour remplacer tout un panel d'actions du début à la fin. Donc on va arriver à peu près là. Là, ça, je pense que c'est le moment. Il doit me rester peu de temps. Donc demain, qu'est-ce qui va se passer? J'empiète juste un tout petit peu, j'ai le droit parce que je passe après le déjeuner, donc c'est ma récompense. Qu'est-ce qui va se passer? Alors franchement, je n'en sais strictement rien, donc je pourrais vous montrer ce qu'on appelle la courbe d'adoption. Si vous n'y êtes pas familier, il y a ici, et c'est celle de 2023, et j'ai fait exprès de mettre celle de 2023 pour voir comment ça va évoluer. On a toutes les technologies qui suivent cette courbe. Et puis, il y a les attentes de cette technologie sur l'axe qui monte, sur l'axe des ordonnées. Alors, on voit plein de choses, et puis on voit qu'il y a 5 grandes étapes. La première, Innovation Trigger, ça c'est quand tout le monde est super excité, il y a un mec dans un labo qui fait un truc, et là on s'attend à des choses incroyables. Donc les attentes montent jusque, c'est un truc de fou, c'est exponentiel, et on entend invariablement, ça ne sera plus comme jamais, ça va changer le monde, etc., etc., etc. Ensuite, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est donc des attentes complètement irréalistes. Et la troisième étape, c'est la désillusion. Donc on se rend compte que finalement, ça fait au mieux 10-15% de ce qu'on pensait que ça allait faire, mais c'est déjà extraordinaire. Mais il y a une petite désillusion, voilà, donc c'est le creux de la vague. Ensuite, ça monte, l'espoir revient, et enfin, on arrive sur le plateau de productivité où les technologies sont utilisées par le plus grand nombre, entreprises privées, institutions publiques, particuliers. On voit ici, par exemple, sur celle-ci, que Generative AI est tout en haut du pic des attentes en 2023. Donc en 2023, on s'attendait à ce que cette technologie sombre dans la désillusion assez rapidement, puisqu'elle est de couleur bleu foncé, elle devait atteindre le plateau dans 5 à 10 ans. Alors ça ne s'est pas du tout produit, et c'est la première fois que, à ma connaissance, alors je peux me tromper, hein, mais c'est la première fois qu'une technologie passe quasi directement, ou alors tellement rapidement qu'on a l'impression qu'elle y passe directement, de l'étape 2 à l'étape 5. Donc Generative AI n'a pas déçu, en fait, il n'y a pas eu de désillusion de ChatGPT et des autres IA génératives. C'est passé directement au plateau de productivité, à tel point qu'aujourd'hui, énormément de sites dits un petit peu utilitaires, je sais pas moi, des sites de cuisine, de réparation de lave-vaisselle, de tout ça, voient leur trafic chuter de manière drastique jusqu'à des fois moins 80%, parce que les gens n'utilisent plus ces sites-là et demandent directement à ChatGPT une recette de cuisine ou comment on répare ou qu'on change une sonde dans un lave-vaisselle. Et donc, c'est la première fois, à ma connaissance, qu'une technologie passe directement de l'étape 2 à l'étape 5. Alors qu'elle était censée le faire entre 5 à 10 ans. Il y en a d'autres des technologies, l'hébergement des services d'intelligence artificielle par le cloud. Il y a 2 ans, ça commençait à être solide. Alors maintenant, c'est très solide. Vous avez des sociétés, entre autres comme Unitel de Kevin ou 3DS Outscale, comme tous les autres hébergeurs OVH, qui proposent des services et une externalisation des SI des entreprises extrêmement robustes. Et c'est la clé, en fait, pour avoir une IA qui fonctionne, parce qu'on ne va pas tous utiliser des IA publiques. Des fois, on a besoin d'IA privées pour y mettre des informations dont on n'a pas envie de partager. Donc ça, c'est tout à fait correct. On remarque ici qu'il y a Casual AI, donc vraiment l'IA qu'on utilise tous les jours. En fait, ça a fusionné avec Generative AI et c'est directement passé au plateau. Donc, alors ça, c'est encore pire. Ils étaient vraiment en train de monter. En 2023, on se disait, putain, c'est dingue, je vais peut-être pouvoir demander une recette de cuisine à ChatGPT juste en prenant une photo de mon frigo. Vous pouvez essayer ça, c'est rigolo. Prenez une photo de votre frigo et dire, qu'est-ce que je peux faire à manger ce soir? J'ai pas d'idée. Ça va durer environ 2 secondes et vous allez avoir une recette complète à faire avec les ingrédients qu'il aura vu. Pas, vous n'avez pas besoin de lui écrire, hein, qu'il aura vu dans votre frigo. Et alors, Casual AI, lui, est passé directement de l'étape 1 à l'étape 5. Ah, c'est assez radical. Et il y a évidemment ce qui fait peur à tout le monde, le Terminator, le T-1000,
l'augmented, l'artificial general intelligence, donc ce qui est censé nous remplacer tous et tuer tout le monde. Alors là, pour le coup, c'est une des seules qui est avec un petit triangle orange. Donc ça, c'est plus de 10 ans, je suis assez d'accord. C'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite. Encore une fois, j'ai mis 2023, comme ça, je peux me tromper. Mais là, on voit que ce sont des technologies qui nécessitent encore plus de puissance, et peut-être même des changements de paradigme dans la manière dont les IA sont construites. On remarque qu'aujourd'hui, on se détourne des très larges modèles de langage, type ChatGPT, pour aller vers des SLM, des Small Language, qui, eux, peuvent être déployés dans des data centers beaucoup plus petits, où nécessitent beaucoup moins de puissance, et sont ultra spécialisés, voir ce que j'ai dit avant, sur les agents IA. Donc on ne sait pas si l'avenir va être à un méga cerveau, ou à l'inverse, à des millions de cerveaux plus petits, très spécialisés et beaucoup plus performants. Ou peut-être à un énorme cerveau extrêmement spécialisé et très performant aussi, on ne sait pas. On termine dans tout ça, l'écologie. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'écologie dans tout ça? Quelques sujets qui, j'imagine, vont se retrouver dans les tables rondes et dans les différents sujets dans les 2 jours. L'énergie, bien évidemment, la production, quand produire, quand mesurer et prévoir quels sont les usages, les demandes, piloter ce qui est pilotable, essayer de voir comment est-ce qu'on peut arranger ce qui est non pilotable, c'est très important, voir le rendement, essayer de faire passer de l'électricité là où il n'y en a pas besoin. L'agriculture, être sobre, utiliser le moins possible de phyto, voir quand est-ce qu'il va pleuvoir, économiser l'eau, etc., etc. Les transports, on ne va pas supprimer un moyen de transport du jour au lendemain, ça j'avoue ne pas trop y croire. En tout cas, si on le fait en France, on sera sûrement les seuls, donc ça va être un peu compliqué d'avoir un impact. Par contre, fluidifier, être plus sobre, prendre le bon transport au bon moment, faire de la multimodalité et anticiper, ça, oui, et l'IA peut aider. Dans l'industrie, elle est déjà partout, les robots sont déjà partout, ils sont ultra précis, ils apprennent tout de leurs erreurs, il y a maintenant des taux de panne qui sont ridiculement bas et une qualité qui est vraiment très très importante. Au niveau de l'environnement, l'IA peut nous aider à détecter des choses et donc à lancer des alertes. Peut-être qu'il y a des signaux faibles, un peu comme en radiologie par exemple, sur des radios ou des IRM de cancer, des choses comme ça. L'IA peut aider à détecter des choses qui sont invisibles à l'œil nu et qui sont très dures, cachées dans des données vraiment très profondes. Elle peut les trouver, elle peut nous aider à mesurer et évidemment à nous adapter. Et dans le bâtiment, elle va nous aider à transformer à prendre les technologies des data centers, refroidissement, chauffage, continuité numérique avec les connexions Internet, continuité électrique, etc., etc., et en faire des bâtiments de bureaux, voire d'habitation ultra modernes. C'est ce qu'on appelle les smart buildings, j'en ai entendu parler aussi ce matin, et ça, l'IA, évidemment, est très importante. Une dernière chose, et après j'ai terminé, c'est promis, les déchets, le tri, la collecte et le réemploi, c'est un peu souvent le parent pauvre, le réemploi, essayer de faire du circulaire avec de l'IA, et là, il y a énormément de choses, énormément de points sur lesquels l'IA peut aider, domaine dans lequel on n'avait pas du tout pensé et qui commence à émerger. J'ai été trop long, je vous remercie pour votre patience, de ne pas vous être endormi après la digestion. Et je vous souhaite une excellente conférence E5T 2025.